Oui, bonjour mon frère, monsieur Apollo. Bienvenue à ce webinaire. Merci beaucoup. Je suis très ravi d'être avec vous, malgré les soucis techniques. La technologie des détails. Nous sommes très heureux de vous accueillir et c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir, formateur en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous allons parler de opportunités d'entrepreneuriat post-Covid en Afrique. Donc, j'invite tous ceux qui nous regardent en ce moment d'inviter leurs amis ou bien leur entourage qui seront intéressés par cette thématique d'entrepreneuriat en Afrique. Nous avons tous cette situation de pandémie a dramatiquement changé les donnes actuellement en Afrique et aussi dans le monde. Et il faut s'adapter à cette situation et pouvoir s'en sortir. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de l'opportunité d'entrepreneuriat et vous êtes présents. Je vais vous donner la parole de vous présenter brièvement à ceux qui nous regardent. Ok, merci beaucoup, monsieur Apollo. Merci pour l'initiative de m'inviter pour ce webinaire. Ça n'a pas été facile malgré les soucis techniques, mais nous allons aller un peu plus rapidement, quoi. Je me nomme James Amasena Abodino. Je suis formateur en entrepreneuriat et puis je suis rédacteur de projet. Ce sujet d'opportunités d'entrepreneuriat post-COVID-19 en Afrique m'intéresse beaucoup. Voilà pourquoi je voudrais donner mon accord pour m'inviter à cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'opportunité est bien saisie. Je vais maintenant vous laisser la parole pour commencer cette webinaire. Nous sommes déjà en retard, donc nous allons rattraper le temps perdu. Donc, ma première question pour vous est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a des opportunités d'entrepreneuriat euh, après la pandémie que les jeunes pourraient profiter en Afrique? Merci encore, Monsieur Apollo Maoli. Effectivement, il y a des opportunités d'entrepreneuriat post-COVID en Afrique, surtout que nous avons eu un démarrage de l'entrepreneuriat depuis plus d'une décennie. L'entrepreneuriat ne peut pas avoir un cours en Afrique parce que nous avons été les derniers derrière le peloton de tête constitué des Européens, des Américains, des Asiatiques. Stratégique nous permet de ne pas nous isoler de nos coutumes, qui nous permet aussi d'entreprendre, mais en étant un peu en retard sur les autres. Voilà pourquoi je vais vous prier un peu de me faire un petit développement après sur la base de l'entrepreneuriat post-Covid en Afrique, les perspectives d'entrepreneuriat post-Covid que nous pouvons avoir en Afrique. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais donc vous prier d'aller tout droit au but. Nos auditeurs sont très impatients de découvrir ces perspectives d'entrepreneuriat post-Covid en Afrique. Et vous avez la parole. OK. Merci beaucoup, chers auditeurs depuis tous les pays qui se sont connectés pour nous suivre. Alors, je vais faire une brève introduction de la chose. Depuis la fin de l'année 2019, une pandémie mondiale dénommée coronavirus ou COVID-19, comme on peut l'appeler, commence par faire ravage. Le continent africain ne sera pas du reste et est touché avec une influence moindre que sur les autres continents. Cependant, les conséquences ne seront pas négligeables dans tous les secteurs d'activité. L'entrepreneuriat est également touché. De par mes recherches, la jeunesse africaine en matière entrepreneuriale se tourne plus vers le marketing, l'agriculture, le numérique et aussi les innovations technologiques et mécaniques. Nonobstant cette situation de crise, force est de constater que cela va de soi. D'aucuns disent et crient incessamment leur désarroi, mais d'autres, au contraire, trouvent dans cette pandémie un facteur de changement. Ce sont des cas de figure qui réunissent ces changements. Alors, le COVID-19 ne serait-il pas ironiquement, ça vient de moi,
le quatrième temps d'évolution et d'accélération de l'histoire africaine. Nous allons revenir un peu sur cette interrogation dans notre débat. Merci beaucoup, monsieur Akpalo. Est-ce que je peux continuer? Oui. OK. Au jour d'aujourd'hui, la situation du COVID-19 est alarmante en Afrique. Je ne peux pas parler d'opportunités post-COVID sans dire aujourd'hui, le 25 juillet 2020, les statistiques africaines du COVID. Nous avons au jour d'aujourd'hui 750 000 cas cumulés. Est-ce que vous m'entendez? Nous avons 750 000 de cas cumulés avec 15 000 décès. Donc, cette conférence que j'anime aujourd'hui est placée sur le signe de quoi? Réinventer le travail après le COVID-19, prévenir les risques liés au COVID-19 et enfin optimiser la reprise après COVID. C'est dans cette mentalité que les entrepreneurs africains peuvent gérer et s'adapter à la période post-COVID-19. Ainsi donc, notre conférence se déroulera en 3 étapes. La première étape, c'est quoi? C'est de parler des versions des grands décideurs. Parce que les grands décideurs ont deux choses. Qui trouvent que le COVID-19 aura un impact positif et des opportunités d'entrepreneuriat pour l'Afrique, d'après COVID. Ensuite, nous parlerons des opportunités d'entrepreneuriat à proprement parler. Et à la fin, nous allons faire une évaluation des risques d'exposition au virus dans le cadre des activités d'entreprise. L'évaluation des risques, si nous avons le temps, nous allons un peu détailler ça. Bon, avant moi, puisque je suis un petit dans la marmite des entrepreneurs, il y a la Nigériane Ngozi Ogonjo-Iweala, que vous pouvez rechercher sur Google, qui plaide pour un système où les jeunes et les femmes seront autorisés à créer et produire davantage dans tous les domaines. C'est ce qu'elle dit. Après le COVID-19, c'est ce qu'elle dit qui peut marcher. Alors, pour y arriver, les organismes privés, les parapublics et étatiques sont mobilisés pour plus de partenariats avec les entrepreneurs. C'est ce qu'elle suggère. C'est ce qu'elle suggère comme solution. Ensuite, nous avons le grand Tony Elumelu, qui est un entrepreneur et investisseur africain que tout le monde connaît, qui dit que nous pouvons voir dans cette pandémie une opportunité pour l'Afrique. Et il continue en disant que nous avons des accords de libre-échange et nous devons tous les concrétiser. Cette démarche-là, moi aussi, je vais m'immiscer un peu dans ce qu'ils ont dit, puisque je suis également un partisan de ceux-là qui pensent positivement pour l'Afrique d'après Covid. Ainsi donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour moi, le Covid-19, c'est le quatrième temps d'évolution de l'histoire africaine, après chronologiquement la Première Guerre mondiale de 1914, la Seconde Guerre mondiale de 1945 et le temps du VIH-Sida qui est arrivé en 1990. Les grands historiens africains, comme nous l'avons toujours eu sur les bancs d'école, nous ont appris qu'il y a 4 temps historiques, c'est-à-dire qu'ils ont subdivisé les temps de l'histoire en 4 parties. Il y a, comment dire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, le temps moderne et l'époque contemporaine. Mais l'Afrique n'a pas pris le train en marche. Ce qui veut dire que l'Afrique aussi a eu des moments où il peut dire, oui, ma chronologie démarre par là et ma chronologie se poursuit par là. Ainsi donc, pour moi, ça n'engage que moi. L'Antiquité africaine va de la période de la naissance de nos aïeux jusqu'à la Première Guerre. Il faut dire que cette période-là est marquée par la colonisation. Les Blancs sont venus envahir le continent africain et nous avons eu un arrêt. Cet arrêt, c'est quoi? C'est la Première Guerre mondiale. Au cours de la Première Guerre mondiale, nous avons vu beaucoup de choses qui se sont passées sur les terrains de bataille où les Noirs étaient stupéfaits de voir les Européens ou bien, disons, les Blancs mourir aussi comme ils se disent, mais tiens donc, si ceux-là aussi peuvent mourir comme nous, mais ça veut dire que nous aussi, nous avons notre part à jouer dans l'évolution de ce monde. Ça, c'est, pour moi, le premier temps de l'histoire africaine qui est notre antiquité à nous.
Maintenant, notre Moyen-Âge va de la période de 1914 à 1945. C'est-à-dire quoi? La Deuxième Guerre mondiale a plus accéléré les choses et ça a donné plus de maturité aux Africains de comprendre que vraiment les réalités sur le terrain avec nos frères blancs ne sont pas les mêmes. Ainsi donc, malgré qu'ils sont souvent placés à la tête des pelotons pour subir les premiers tiraillements, les Africains ont vu que il y a de ces blancs qui meurent et que nous sommes toujours en vie. Cela a donné naissance à quoi? Aux différentes interrogations qui nous ont conduit, n'est-ce pas, au processus d'indépendance que nous avons commencé par avoir à partir des années 1958 et d'autres diront 1960. Et enfin, au vent des indépendances qui s'est déroulé à partir des années, plutôt au vent des démocraties qui s'est passé à partir des années 90. Donc, ce que je vous dirais ici, c'est quoi? C'est que le continent africain a aussi son histoire et nous devons la respecter. Ainsi donc, de 1990, nous parlerons du temps moderne africain, puisque nous avons parlé de 1945 qui est le Moyen-Âge africain. À partir de 1990, il y a un nouveau phénomène qui est venu dans le monde africain. Et ce phénomène, c'est l'apparition du sida. Est-ce que vous me comprenez? Le sida est venu. Et quand le sida est venu, ça a encore fait croire aux Africains, mais si les Blancs meurent, nous aussi nous mourrons, ça veut dire que nous avons encore la chance d'évoluer. En ce temps-là, l'entrepreneuriat qui existait peu en Afrique a commencé par donner de son mouvement. Nous avons commencé par entreprendre jusqu'aux années 2019 où nous avons eu un autre coup qui est la situation du COVID-19. Donc, je récapitule. Pour moi, le temps du continent africain se résume en 4 étapes. L'Antiquité, qui est la période de la naissance des Africains jusqu'à 1914. Le temps moderne, qui est de 1914 à 1945. L'époque contemporaine, qui va de 1945 jusqu'aux années 90. Et enfin, l'époque contemporaine, qui va maintenant de 1990 jusqu'à maintenant. Donc, nous sommes en train de rentrer dans un cycle d'évolution qui peut nous permettre de dire que le continent africain a eu un coup, il s'est débrouillé. Ainsi donc, je ne vais pas trop faire patienter les téléspectateurs. Nous allons parler désormais des opportunités post-Covid. Mais ces opportunités-là, je les place en 1, 2, 3, 4, 5 catégories. D'abord, il faut la polyvalence entre les activités physiques et numériques, c'est-à-dire il faut apprendre désormais, à partir du COVID-19, à allier activité physique et activité numérique. J'espère que les téléspectateurs sont en train de noter ce que nous sommes en train de dire. Ensuite, il faut une reconversion progressive dans le télétravail. Il ne s'agit pas de faire chaque fois des activités physiques, mais de faire aussi du télétravail associé avec ces activités physiques-là. Ensuite, nous avons l'alternance entre l'activité physique, le numérique et le télétravail. J'espère que vous me suivez. C'est-à-dire, vous faites de l'activité physique, vous créez une équivalence numérique pour cette activité physique que vous êtes en train de faire et le tout corroboré, vous le faites par télétravail. Ça aussi, ça peut aider les gens à vivre dans les cas de coronavirus où nous avons eu 2 éléments qui sont apparus, c'est-à-dire le confinement et la mise en quarantaine. Après, nous avons la création d'activités que l'on peut exercer facilement en période de confinement et mise en quarantaine, tout en évaluant les risques d'exposition au virus dans le cadre des activités d'entreprise. Bon, je sais que c'est cette période-là qui intéresse plus les gens. On veut entendre quelles sont les opportunités qu'on peut faire d'après COVID. Je prends le premier exemple. Je peux être styliste. Tout le monde sait ce qu'on appelle un styliste. Je peux être styliste ou couturier à la machine, c'est-à-dire je sais coudre les habits, et puis être également dessinateur de mes coupes, les coupes que je confectionne avant de mettre en pratique sur machine. Je peux être dessinateur de ces coupes COVID-19 ou bien une autre pandémie plus forte que le COVID-19
quand il y a cessation d'activité en temps, ce qu'on a observé presque dans tous les pays, si je ne peux pas coudre, mais au moins je peux sur Internet dessiner pour un autre styliste, je ne sais pas si vous me comprenez, dessiner pour un autre styliste qui, n'est-ce pas, ne sait pas dessiner sur Internet. Ça, c'est mon job. Je suis styliste, dessinateur. Et comme l'autre ne le fait pas, je peux aussi dessiner pour lui. Il suffit de m'envoyer ce qu'il veut confectionner. Je peux dessiner pour lui. Et là, je gagne tout en ne faisant pas mon activité physique. Le secondo, je peux faire un projet entrepreneurial de repassage de vêtements. C'est-à-dire, vous pouvez repasser les vêtements avec le faire repasser comme on le fait. Il y a des projets comme ça. Mais prévoir une machine à repasser, c'est-à-dire une machine où on met les habits dans la machine et puis la machine même fait son travail. Il y a également le projet d'imprimerie numérique. Le projet d'imprimerie numérique avec l'imprimante 3D. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Alors que nous savons que l'imprimerie se fait de terrain. Maintenant, l'imprimerie numérique peut désormais exister pour pallier aux absences comment dire, de l'imprimerie physique. Ensuite, nous avons le projet d'édition de livres. Avant, nous savons tous qu'on, pour faire un livre, il faut tout un processus physique. Mais maintenant, nous avons comment dire, une technique numérique qui peut faire qu'on peut imprimer les livres sans toutefois passer à l'application physique. Nous avons également le recrutement en ligne. Moi-même, je suis dans le domaine avec mon application Instant Virtuel Emploi qui consiste à faire tout le processus du recrutement en ligne sans forcément faire déplacer les gens de manière physique. Les gens sont à la maison en temps de confinement ou bien en temps de quarantaine, mais ils vont faire tout le processus du recrutement, du dépôt de dossier jusqu'à l'acceptation en ligne sans bouger de chez lui. Ensuite, nous avons le projet d'organisation de la foire en ligne. Vous pouvez organiser une foire en ligne sans être obligé de faire appel aux maçons, aux menuisiers, pour venir faire les standards, disons les stands, les bâches, tout ça là, non. Nous avons maintenant des applications qui font toutes ces maquettes comment dire, qui conditionnent la mise en place d'une foire pratique ou bien d'une foire physique. Nous avons également à faire une accentuation sur le Pay by Mobile. Pay by Mobile Money, c'est-à-dire quoi? Au lieu d'aller à la banque recevoir l'argent ou bien payer quelqu'un par la banque ou bien payer quelqu'un main à main, vous pouvez, avec votre smartphone, faire du Pay by Mobile Money. C'est-à-dire, il y a des applications où vous payez en ligne et puis la personne de l'autre côté reçoit sans forcément se déplacer de chez lui. Beaucoup me diront que ce n'est pas sécurisé, mais je pense que c'est très adapté pour la période post-Covid. Ensuite, nous avons également la création des écoles en ligne. La création des écoles en ligne avec des cours dispensés par des enseignants en ligne associés aux écoles en présentiel. C'est-à-dire quoi? Au lieu de créer un établissement physique, on peut associer des cours en ligne où les élèves ne sont pas obligés de bouger de chez eux. Je sais que ça existe, mais tout ça là, nous le disons pour que ça soit plus accentué. Ça soit plus accentué et au-delà de ceux-là qui nous écoutent. Maintenant, nous avons également la création, ça c'est une innovation que quelqu'un peut vouloir faire, la création d'un appareil à coudre. C'est-à-dire l'appareil coupe, colle et répare les chaussures. Nos chaussures que nous portons régulièrement, les gens ont tendance à les amener chez les cordonniers, mais il peut avoir un appareil tout de suite. L'appareil peut coudre votre chaussure, peut faire des collages et peut réparer sans forcément se déplacer pour aller chez les cordonniers. Ensuite, nous avons le projet de peinture, tôlerie et lavage automatique de véhicules, sans faire forcément appel à une personne. Monsieur James, Est-ce que je ne vous entends pas? il faut aller un peu poser. Il faut aller Ok, un peu posément. Et vous pouvez d'accord. expliquer
Ok, le merci point beaucoup. Nous précédent. avons également la création d'un processus d'ensemble qui trie les courriers postaux. C'est-à-dire, vous avez à la poste tout un mécanisme qui vous permet de trier les courriers, de les traiter et de faire du timbrage tout en les alliançant. Donc, nous mettons en place un processus entrepreneurial qui vise à faire tous ces trucs-là sans que on ne soit pas obligé d'embaucher ou bien de faire déplacer les gens qu'on appelle communément des agents de tri. Et enfin, nous avons un processus d'étiquetage des pannes, c'est-à-dire les pannes que nous portons régulièrement. Il y a un processus qui étiquette comment dire, les pannes et qui également fait leur mise en plastique. Je pense que je vais m'arrêter là pour ceux-là qui veulent toujours noter. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute très bien. Ok, je vais vous merci pour la présentation des opportunités post-Covid. Ce sont des idées d'entrepreneuriat ou bien des opportunités d'entrepreneuriat post-Covid très intéressantes que nous pouvons adopter. Néanmoins, je vais vous prier, s'il vous plaît, de revenir sur certains points ou bien certaines opportunités qui sont un peu courtes, surtout par rapport aux opportunités liées au mobile, au mobile farming, je ne sais pas. Euh, Mobile. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Je disais, hein, Je vais revenir sur les trois aspects là, dans le sens où je voulais aussi gérer le temps qui nous est impacté. Accentuation des projets de Pay by Mobile Money. C'est-à-dire quoi? Vous payez par les mobile money, c'est-à-dire des applications qu'on installe sur Internet qui se trouvent sur nos portables où les gens, depuis leur salon, depuis leur chambre, ne sont pas obligés de se déplacer pour aller à la banque, pour aller chez le marchand, pour aller lui remettre l'argent, parce que vous savez tous qu'en période de COVID-19, dans certains pays, il y a des histoires de confinement, il y a des histoires de, comment dire, de mise en quarantaine où les gens se demandent, mais je dois telle somme à telle, je veux me déplacer pour aller le payer alors que je n'ai pas assez de moyens. C'est l'opportunité pour les entrepreneurs d'accentuer tous les projets qui vont dans le sens du pay by mobile money. Je l'ai, comment dire, c'est un contexte que j'ai mis en anglais, mais qui est très simple, c'est-à-dire vous payez via votre mobile. Il y a les applications, vous avez un compte, vous avez, comment dire, de l'argent sur ce compte-là, et puis vous faites juste un transfert à une personne qui se trouve à n'importe quel coin de la terre, et la personne reçoit son argent sans que vous tous, vous ne soyez pas déplacés. Puisque nous sommes tous conditionnés, je me place toujours dans ce contexte de confinement et de quarantaine. Voilà. Ensuite, nous avons le projet de création d'écoles, ça, tout le monde le sait. Nous avons également les foires en ligne. La foire en ligne, c'est-à-dire vous pouvez organiser une foire tout de suite, comme ça se fait de manière physique, où les gens ne sont pas obligés de se déplacer. L'organisateur de la foire met en place une application où ceux-là qui veulent exposer leurs produits font juste, comment dire, une inscription. Et dans l'inscription, maintenant, on va leur apprendre comment procéder pour avoir un stand virtuel. Tout ça, ce sont des applications virtuelles pour avoir un stand virtuel. Et avec ce stand virtuel-là, vous pouvez, comment dire, vous pouvez exposer vos produits que vous vendez, les prix à côté, et les gens vont venir payer, reprendre. Et je pense que selon mon application qui est l'IFOA Virtuel Emploi, c'est à partir de la 14e étape, puisque c'est une application qui est subdivisée en 15 étapes, c'est à partir de la 14e étape que quelqu'un va se déplacer pour venir vers vous pour que vous avez acheté. Je pense que vous me comprenez. oui, Donc, oui. ce sont les points-là
ou bien disons ces 3 points-là sur lesquels je peux revenir. Voilà. Ok, merci beaucoup pour les propositions. Et vous avez aussi parlé de couturiers, les couturiers ou bien les stylistes qui peuvent travailler en ligne. Vous pouvez aussi encore expliquer ce point-là. Vous parlez de quoi, s'il vous plaît? Les stylistes, Ah, ok. Oui, il y a le projet pour les stylistes ou couturiers de la place, puisque nous en avons beaucoup dans le monde. Je ne vais pas parler seulement du Togo, qui peuvent être stylistes et dessinateurs de leur coupe. C'est-à-dire, avant de coudre quelque chose, il faut des fois dessiner ça sur comment dire, sur un ordinateur avec des applications bien ficelées pour ça. Mais nous constatons qu'il y a des stylistes ou des couturiers qui ne font juste que le stylisme et puis la couture. C'est-à-dire, quand il n'y a pas les machines pour coudre les habits, eux ne vont plus exister. Ce qui veut dire d'accord. que en, en devenant maintenant styliste ou couturier, plus dessinateur de coupe sur Internet, ils vont se faire encore plus de notoriété, plus de sous, parce que n'oublions pas, il y a une période post-Covid que nous vivons et sans oublier de dire ici aux gens que nous sommes obligés désormais de vivre avec le COVID-19. Ce n'est pas une pandémie qui va partir tout de suite, ça va faire beaucoup de temps, mais pour que ça avantage les gens qui sont stricto physiques, c'est-à-dire qui ont des activités strictement physiques, c'est-à-dire quand eux ne se déplacent pas pour aller travailler, ils ne peuvent plus rien faire de manière numérique ou bien ils ne peuvent pas faire du télétravail là. Alors nous recommandons à certains corps de métier, c'est là où nous prenons le cas des stylistes couturiers, de passer également au dessin sur Internet. C'est-à-dire vous dessinez les coupes. Pour ceux-là qui ne veulent pas faire l'effort de dessiner, vous dessinez pour eux et ils vous paient en retour parce que ce sont des coupes que vous dessinez et parce que vous avez également maîtrisé le dessin numérique. Merci beaucoup pour ta précision. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous sommes sur le webinaire sur Africaria, une plateforme d'opportunités en ligne et d'emploi qui partage les opportunités de bourse, de compétition, de conférences, d'emploi pour les jeunes africains. Donc aujourd'hui, nous sommes en vidéoconférence avec M. James Agodinou qui nous parle d'opportunités d'entrepreneuriat post-Covid en Afrique. Donc, il vient de terminer sa présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. En attendant qu'il continue sur les points suivants. Mais si vous n'avez pas d'autres questions, on peut continuer. Si néanmoins vous avez toujours les questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires sous la vidéo et nous pouvons les répondre rapidement. Donc, Monsieur James, vous avez la parole pour les points suivants. Merci beaucoup, Monsieur Maoli. Nous venons de citer, comment dire, les opportunités post-Covid. Beaucoup ont noté, beaucoup ont des idées sur comment ils vont se comporter désormais. Beaucoup savent désormais qu'après le COVID-19, il n'est plus conseillé d'être, disons, lié à une activité qui est strictement physique ou présentielle. Ou si vous n'êtes pas présente là-bas, vous ne pouvez plus travailler. C'est-à-dire, à part faire le version dans des activités numériques qui peuvent soutenir cette activité physique-là, il y a de ces entrepreneurs qui meurent à petit feu, comme cela, et ça s'est remarqué pendant la période du COVID-19 où certains ont carrément fermé leur entreprise. Maintenant, le troisième et le dernier point à discuter, c'est d'évaluer les risques d'exposition au virus dans le cadre des activités d'entreprise. Il ne suffit pas d'avoir des entreprises. Il ne suffit pas de dire qu'on est entrepreneur, qu'on fait du télétravail, qu'on fait des activités numériques, des activités physiques. Non. Il ne suffit pas aussi de prendre note ou bien de se dire que oui, on nous a dit quelque part qu'il faut maintenant faire des activités physiques liées aux activités numériques. Non.
Maintenant, il faut penser au risque. Il faut faire des études de risque. C'est ce que nous n'avons pas pu faire avant et qui a fait que quand le COVID-19 est arrivé, beaucoup ne se sont pas retrouvés. Maintenant, comment faire parler de ces risques-là? Je vais survoler ça puisque c'est un peu long. Bien. En temps normal, le télétravail régulier est censé apporter aux télétravailleurs de nombreux avantages dans la qualité de vie, dans la capacité de réaliser leur travail dans les meilleures conditions. Ainsi donc, il faut le risque d'isolement, c'est déjà présent pour le télétravail régulier. Ce risque est renforcé dans la situation exceptionnelle actuelle. C'est-à-dire le confinement général, d'une part, le fait de ne plus aller sur le lieu de travail et d'y retrouver les collègues, d'autre part, rend ce risque plus prégnant. Les potentielles difficultés matérielles rencontrées par certains avec les technologies de la communication et le caractère anxiogène de la situation ambiante aggravent les effets de ce risque. Ensuite, il y a le risque lié à l'hyperconnexion au travail, c'est-à-dire le fait de la génération du télétravail. On a pu voir une explosion des sollicitations par mail, c'est-à-dire les mails viennent à petits coups, la création de nombreux groupes d'échange, comme on le fait régulièrement avec vous, M. Maoli, les audioconférences permanentes et qui peuvent mettre en difficulté le télétravailleur. Tout ça, là, ce sont les risques liés à ce que nous avons appelé tout de suite télétravail, activité numérique plus activité physique. Ensuite, nous avons la gestion de l'autonomie. Là aussi, le fait de pratiquer un télétravail à temps complet risque d'aggraver les difficultés que peuvent rencontrer certains salariés sur leur organisation personnelle. C'est-à-dire le télétravail. Voilà pourquoi je suis en train de dire qu'il faut rentrer dans le télétravail de manière progressive, puisque beaucoup ne le faisaient pas avant. Ainsi, il y a également l'équilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle. Ça aussi, c'est un risque à équilibrer. En télétravail, le salarié a normalement pris ses dispositions pour avoir les meilleures conditions de travail, c'est-à-dire le choix des jours de travail, c'est-à-dire qu'il peut travailler quand il veut. Il peut également planifier ses activités. Il peut aménager dans un espace de travail spécifique, c'est-à-dire il peut travailler chez lui à la maison, il peut aller quelque part, mais en situation de confinement, il partage son espace avec sa famille, confiné avec les charges familiales chronophages, c'est-à-dire on garde les enfants à côté de là où on travaille, etc., etc. Donc, ça fait que la séparation du temps et de l'espace entre télétravail et activité privée est totalement bouleversée. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, vous êtes obligé de faire du télétravail à la maison parce qu'il y a confinement, mais au même moment, il faut gérer les bruits des enfants, il faut gérer des choses de gauche à droite. Ça fait que des fois, quand vous avez un travail à faire sur 1 heure de temps, vous êtes obligé maintenant de le faire peut-être sur 1h30, sur 2 heures, etc., etc. Et puis, il y a aussi le suivi des activités. Le suivi des activités, c'est quoi? Il est probable que le télétravail réalisé dans ces conditions que nous venons de citer soit moins productif que le télétravail régulier, puisque avant tout, il y avait un télétravail qui ne se faisait pas avec ces histoires de confinement, de quarantaine. Mais maintenant, nous avons un télétravail qui se fera, n'est-ce pas, associé avec le confinement et la quarantaine. Nous avons ensuite le maintien du collectif, c'est-à-dire le télétravailleur a la possibilité d'utiliser des technologies et d'organiser les choses selon son rythme. Mais le télétravail en cette période de confinement accentue au sein des entreprises la différence de fonctionnement entre salariés pouvant télétravailler du fait de leur activité et ceux qui ne peuvent pas. C'est-à-dire quoi? Vous entrez dans certaines entreprises, il y a des gens qui peuvent obligatoirement travailler de manière télétravaillée. C'est-à-dire, ils ont connaissance des outils didactiques, d'informatique, du numérique, alors qu'il y a d'autres qui ne veulent jamais toucher l'ordinateur, le numérique, etc. Mais on dit à ces entrepreneurs-là de faire du télétravail. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'apprendre à ceux-là qui ne savaient pas utiliser les outils didactiques de commencer par apprendre? Est-ce que le temps de les apprendre, ça ne va pas empiétrer sur le résultat de ceux-là qui savent faire du télétravail? Voilà aussi des risques à prévoir en cas de télétravail et autres activités
que conditionneront désormais tout ce que nous ferons de manière post-Covid. Est-ce que je peux continuer? Allô, j'ai une question ici. Oui, allez-y. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une façon de pouvoir travailler en ligne avec et lié à l'agriculture et aussi à l'élevage? Disons que j'ai rêvé un peu de cette question-là. C'est-à-dire, je me suis dit, quand je vais citer les opportunités, et que d'aucuns ne vont pas se retrouver dans les opportunités que nous proposons ou bien que nous suggérons aux gens, les agriculteurs, les éleveurs et les autres couches de métiers qui ne vont pas se retrouver vont nous poser ce genre de questions. Sincèrement, on peut faire de l'agriculture, l'élevage ou bien, je ne sais pas, l'artisanat de manière numérique. C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore des entrepreneurs qui créent des applications dans ce sens-là qui font que surtout les agriculteurs ont peur. C'est-à-dire, si on ne peut pas prendre nos dabas ou bien nos roues pour aller sur un terrain et faire comment dire, de tel produit ou bien de tel, on est forcément mort. Oui, c'est vrai. Sur ce plan-là, oui, il ne peut pas faire du télétravail. Faciliter la vie à ces corps de métier. Par exemple, des applications qui peuvent leur permettre de savoir si cette terre où ils vont travailler, c'est une terre fertile. C'est-à-dire, nos agriculteurs ont de ce genre de problème-là. C'est-à-dire, ils prennent des terrains, ils font de l'agriculture dans des zones où, par exemple, on peut dire que cette zone-là est une zone inondable. Donc, les entrepreneurs dans le domaine numérique peuvent faire des innovations dans ce sens où l'agriculteur peut savoir à partir d'une carte géographique, oui, quelle zone c'est bon pour la culture du riz, aventurer, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un premier aspect. D'autres aspects, ça peut également permettre aux agriculteurs d'avoir désormais des applications pour savoir, je suis à Lomé par exemple. Est-ce que vous me suivez toujours? Je suis à Lomé et quelqu'un a besoin du maïs par exemple à Dapaon. Comment pourrais-je savoir si quelqu'un veut du maïs à Dapaon? Bref, il y a des applications là qui peuvent être mises en place pour permettre aux agriculteurs d'être ici, mais d'avoir des informations sur leurs clients potentiels. Tel veut ceci, tel veut cela, etc., etc., sans être obligé d'aller dans les marchés avant d'attendre que quelqu'un passe pour dire oui, je cherche ça, je ne cherche pas ça. Ça, c'est, disons, un semblant de réponse que je peux donner à notre téléspectateur. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres points à ajouter. Et on n'a plus d'autres questions actuellement. Donc, je vais vous donner encore quelques minutes pour terminer votre présentation. Et comme ça, nous allons clôturer la rencontre d'aujourd'hui. OK. Quelles sont les solutions pour prévenir ces risques dont nous venons de mentionner dans notre présentation? Dans cette situation de crise, le passage en télétravail quasiment installé n'a pas pu bénéficier de la phase de préparation et de concertation préalable recommandée pour la mise en place du télétravail régulier. Il faudra donc parfois imaginer rapidement des solutions et les mettre en œuvre. Alors, pour les salariés, comme nous parlons du télétravail ou bien des activités numériques post-Covid, il est maintenant recommandé, je dis maintenant parce que nous parlons dédié au mieux dans une pièce isolée afin de ne pas être dérangé.
C'est-à-dire pour faire du télétravail, il faut maintenant Oui. voir la manière dont pour faire ces activités entrepreneuriales, mais penser doublement ou bien penser triplement, c'est-à-dire à faire mon activité physique. Cette activité physique doit avoir son équivalence en activité numérique et les deux corroborés Oui. peuvent se faire, je dis bien peuvent se faire par télétravail. C'est-à-dire, si je ne peux pas travailler de manière physique, prenons le cas de notre styliste ou couturier qui devient également dessinateur sur Internet. Si je ne peux pas travailler avec ma machine, ben, je peux installer également un ordinateur à côté et faire du dessin pour ceux-là qui ne peuvent pas. Ça, c'est un aspect. Ensuite, il faut Oui. également aménager les pauses de travail de manière pour bonnes conditions. Organiser le travail en se fixant des horaires les plus simples à garder au même rythme que celui pratiqué dans l'entreprise. C'est-à-dire, vous pouvez faire du télétravail et faire les 8 heures comme ça se fait en entreprise. Respectez tout ce que vous faites en entreprise via télétravail sans être obligé de bouleverser le temps. Ce sont des aspects qu'il faut vraiment noter. Il faut également s'octroyer des pauses régulières afin de permettre des phases de repos. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous faites du télétravail qu'on ne doit pas se reposer. Vous pouvez bouger Oui. de temps en temps. Même si vous êtes en période de confinement ou bien vous êtes en période de quarantaine, vous pouvez bouger de temps en temps. Mais toujours respecter les 1 heure de pause qui sont souvent fixées en entreprise. Ensuite, il faut avoir beaucoup de renseignements sur l'outil informatique qui permet de faire son travail. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous voulez faire du télétravail que vous allez prendre du n'importe quoi comme outil informatique. Vous devez avoir des applications bien spécifiques sur ce que vous voulez faire. Vous devez avoir des formations. Et c'est l'occasion de dire aux gens que la période post-Covid va permettre aux gens de retrouver leur cahier, de faire plus de formations parce que si vous n'êtes pas formé, vous êtes obligé de dépenser de l'argent pour quelqu'un qui sait faire votre travail et qui fait aussi son travail. Ainsi de Oui. suite, nous avons également s'assurer des contacts réguliers avec chaque télétravailleur, c'est-à-dire vous avez d'autres amis qui font du télétravail. Il faut également rester dans un cercle de réseautage pour mieux voir ce que tout le monde fait. Puis, il faut également, comment dire, installer des applications, surtout quand vous êtes employé d'entreprise, de surveiller de manière télécommander vos employés. C'est-à-dire, tout le monde fait du télétravail, mais régulièrement, le patron d'entreprise peut surveiller et, comment dire, ses employés via cette application qu'on appelle TeamView. Il y a une application qu'on appelle TeamView que vous pouvez installer et ça peut vous permettre d'être connecté avec tous vos employés. C'est-à-dire les employés qui sont peut-être en France, vous êtes le patron, vous êtes au Togo, mais vous n'allez pas nous dire que c'est parce qu'ils sont en France que je n'arrive pas à suivre leur travail. Non. Avec cette application qu'on appelle TeamView, vous pouvez suivre à la lettre le travail qu'ils font. Et je pense que nos amis qui font de la, comment dire, le font. Bon, au niveau de l'entreprise, il faut accompagner les managers de proximité et les aider à assurer leur mission de soutien de coordination. Je suis en train de le dire déjà, même les managers doivent se recycler. Ce n'est pas parce que vous êtes patron que vous n'avez pas besoin de faire des formations. Il faut également organiser une assistance à distance, c'est-à-dire le travail d'informatique. Vous pouvez organiser des savent pas. Nous parlons de ceux qui font peut-être 40 ans de service et qui ne savent pas manier l'ordinateur. Ça ne veut pas dire qu'on va les exclure, mais on peut les aider progressivement à rentrer dans le système en faisant de l'assistanat. Ensuite, il faut arbitrer selon le sujet, relire les mails régulièrement et puis réfléchir à l'utilité et à la performance. J'espère que mon temps reste encore ou bien je peux encore donner de ce que je sais faire. Oh, si vous n'avez pas terminé, vous pouvez continuer.
Et vous venez de parler d'un point important. Il faut Je voudrais savoir, est-ce que c'est possible qu'une personne peut faire du travail d'assistanat à distance? C'est-à-dire on peut, assister, collaborer avec son patron ou bien son boss à distance, gérer ses mails, gérer son carnet de rendez-vous, etc. à distance. on peut faire de l'assistanat à distance. Il y a des Ok. applications de nos jours. L'application que je connais, c'est le TeamView. Le TeamView qui fait souvent ce travail-là. En étant connecté avec son patron, vous pouvez faire du travail à distance. En étant tous les collègues qui sont en difficulté, vous pouvez intervenir en ligne. Vous pouvez intervenir en ligne ou bien à distance et de manière télécommandée ou sans qu'il touche sa souris ou bien sans qu'il touche son clavier, vous pouvez voir l'interface de son ordinateur. Je ne sais pas si vous me comprenez, vous pouvez voir à distance l'interface de son ordinateur, tout ce qu'il a sur son ordinateur, tout ce qu'il fait en ce moment précis. Vous pouvez guider, travailler à sa place sans qu'il ne soit obligé de toucher à quoi que ce soit sur son ordinateur. Ok. Donc, avis à tous ceux qui seraient intéressés par cette opportunité de faire de l'assistanat à distance. Donc, c'est une opportunité à ne pas rater. Donc, je vais vous laisser continuer et on va continuer. J'ai une question avant de continuer. Il y a une question qui demande, je suis dans le domaine d'art textile. Comment puis-je gérer mes activités sans quitter la maison? Le téléspectateur de l'art textile rejoint rapidement le monsieur qui vient de poser la question sur le domaine de l'agriculture. On peut faire également de l'art textile. On peut tout faire. Je vous jure qu'on peut tout faire désormais de manière physique et numérique, corroborée avec du télétravail. On peut tout faire. Le problème, c'est qu'il faut que quelqu'un, c'est une occasion que je lance à nos téléspectateurs qui nous suivent, d'innover. Il faut que des gens innovent dans des domaines qui sont en perdition. Il faut innover dans des domaines où, si tout le travail ne peut pas être fait de manière numérique, au moins une partie du travail peut être fait de manière numérique. Par exemple, l'art textile, c'est quoi? C'est un domaine de l'art, mais on fait de l'art sur Internet. Vous allez taper sur Google l'art textile, comment travailler de manière numérique. Il y a forcément des informations qui vont apparaître. Maintenant, exploitons ces informations pour créer des applications, pour créer des ressources qui peuvent aider ceux qui sont dans le domaine de l'art textile à travailler. Je ne m'y connais pas trop dans ce domaine, mais je sais qu'il y a des applications qui peuvent exister et qui peuvent en partie, je dis bien en partie, faire des activités dans le domaine de l'art textile, même si tout ne peut pas être fait de manière numérique. Voilà. Ok, peut-être que la question n'est pas explicite. Il a plutôt dit comment gérer ses activités. Est-ce que, bon, l'art textile, est-ce qu'il veut parler de vendre des produits textiles ou bien quoi? S'il peut nous recadrer avec sa question, ce serait intéressant pour. Donc, vous avez encore quelques minutes pour terminer et puis nous allons clôturer aujourd'hui. Bon, dans le domaine des risques, je vais rappeler les règles de prévention et de contamination. Il faut désormais informer les ensembles des salariés que toute personne présentant des symptômes de COVID-19 ne doit pas se rendre sur le travail. Très important. Si vous dites que vous êtes avec des gens qui ne vous informent pas sur certaines situations, même la période post-COVID peut vous y être fatale. Il faut consulter un médecin sans délai, rappeler les gestes barrières. Ça, je pense que beaucoup le savent désormais. Ensuite, il faut impliquer les instances représentatives dans la définition et la mise en œuvre de la reprise d'activité. C'est-à-dire, nous parlons de la reprise d'activité après COVID, mais comment faire cette reprise-là? Ainsi donc,
Nous pouvons prévoir dans le règlement intérieur des instances la possibilité de recourir aux technologies de l'information. Ça, nous l'avons brillamment décrit dans notre présentation. Ensuite, équiper et former les membres via cette moyen technique. Il faut équiper les gens et les former. C'est-à-dire, si les entrepreneurs ne faisaient pas ça, c'est le moment de le faire parce que le monde est en train de devenir un monde numérique. On ne peut pas faire du télétravail sans être calé et prévenu dans le domaine numérique. Ainsi, il faut également évaluer les nouveaux risques induits par les mesures mises en place. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui se produit même avec les mesures. Ainsi, évaluer les nouveaux risques chimiques. Par exemple, nettoyer plus fréquemment son local là où vous travaillez. Ce n'est pas parce que on dit qu'on n'a pas assez de moyens, on ne peut pas désinfecter son lieu de travail. Ça, on ne va pas attendre l'État. Il faut également évaluer les risques psychosociaux, c'est-à-dire les mesures d'isolation, de réduction des collectifs de travail, des distanciations sociales, et puis identifier les situations de travail à risque, c'est-à-dire quand vous voyez que ce travail que nous allons faire, nous pouvons être facilement attaqués par le Covid, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Nous avons assez de moyens maintenant pour identifier le travail dans certaines mesures où on sait qu'à la fin, il y a forcément un risque de contagion. Aussi, donc, il faut également évaluer les risques de lombalgie liés éventuellement à des nouvelles contextes d'organisation et de manutention. Il faut également organiser et informer les salariés, c'est-à-dire s'assurer que l'information est bien communiquée aux salariés présents sur le site ou en télétravail. Il faut tout faire pour que le salarié ou bien celui qui travaille pour vous soit informé de ce qu'on appelle COVID-19. Il faut, dans ce cas, multiplier les cas d'information en ligne, parler, expliquer, avoir des séances de COVID-19, même si c'est 5 minutes, pour leur dire oui, il ne faut pas faire. On ne vous entend pas? On vous entend mal. Allô, vous êtes là? Monsieur James? Nous avons suivi. Nous avons encore quelques soucis techniques avec notre invité, Monsieur James Agodinou. Nous le remercions pour sa disponibilité d'avoir été présent pour partager avec nous ses expériences, ses idées d'entrepreneuriat à post-Covid sur Africaria. Je rappelle que Africaria, c'est une plateforme d'opportunité. C'est une plateforme d'opportunité pour Africains et sur des opportunités de bourse, des opportunités de conférences à l'international, des opportunités de prix de compétition qui sont reliées à l'entrepreneuriat et aussi à l'entrepreneuriat social. Actuellement, sur Africaria, il y a des opportunités qui sont en vogue, c'est-à-dire qui sont très importantes pour les jeunes africains. Je parle de l'opportunité de volontariat de l'Union africaine. Pour avoir ces opportunités, vous pouvez aller sur Internet, sur Google et taper Afrique Carrière, ou bien vous saisissez www.afrique-carrière, s à la fin, .xyz, et vous pouvez profiter de ces opportunités-là. Nous avons aussi l'opportunité de volontariat de l'Union
des Nations Unies. Cette opportunité, c'est pour être volontaire au niveau de l'Union africaine et aussi, à part cela, il y a la francophonie pour elle, pour soutenir les femmes dans des milieux difficiles. Il y a aussi l'opportunité d'entrepreneuriat lancée par la francophonie, c'est appel à candidature pour les incubateurs, pour les jeunes entrepreneurs. Donc, si vous êtes intéressé par toutes ces opportunités-là, je vous prie d'aller sur le site web qui sera mis dans les commentaires www.afrique-carrière, S à la fin, .xyz. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé d'opportunités. Nous avons parlé d'opportunités d'entrepreneuriat post-Covid en Afrique. Vous savez tous que cette pandémie a véritablement changé les normes de travail dans le monde et aussi en Afrique. Donc, en tant que jeunes Africains, en tant qu'Africains, il faut que nous adaptons à cette situation pour pouvoir créer des changements dans nos activités ou bien pouvoir commencer une activité génératrice de revenus ou d'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé avec M. James Agbodino, qui est formateur en entrepreneuriat, sur les opportunités post-Covid. Donc, si vous êtes intéressé, je vous prie de regarder cette vidéo pour apprendre de ces opportunités qu'il a partagées avec nous. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Pour ceux qui sont en retard, je vous prie de regarder cette vidéo et de le partager avec vos amis pour apprendre sur les opportunités d'entrepreneuriat post-Covid. Donc, merci à tout le monde. Merci. Je vous prie aussi de respecter les gestes barrières qui sont mis en vigueur par l'OMS. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Si vous avez des questions pour comprendre mieux les opportunités dont on vient de parler dans le direct, vous pouvez nous écrire en inbox sur Messenger ou bien nous laisser un commentaire sous cette vidéo. Merci et